Bonjour à tous, bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Voici les titres de cette édition. Le Fonds monétaire international concède une facilité élargie de crédit au Bénin. C'est en substance les retombées de la récente mission de l'institution de Bretton Woods au Bénin. L'appui couvre un programme économique triennal. L'ananas pain de sucre pourrait devenir une spéculation porteuse pour le Bénin. Les acteurs de la filière définissent les contours d'une indication géographique pour cette espèce. Le Bénin reste une terre fertile pour la variété. Porto Novo veut briller de mille feux. Le conseil communal de la ville entreprend une coopération décentralisée avec Ivoiriens et Sud-Africains spécialistes de l'énergie solaire en vue de donner vie à cette ambition. Voilà donc pour les titres. Bonjour et bienvenue. Fin de mission pour l'équipe du Fonds monétaire international qui a séjourné au Bénin du 15 au 22 février dernier. À l'issue de leur mission, les émissaires du FMI ont finalisé les discussions avec le gouvernement béninois sur un programme économique triennal concédé au titre de la facilité élargie de crédit. L'annonce a été faite au cours du point de presse qu'ils ont tenu conjointement avec le ministre de l'économie et des finances. La substance avec Renaud Akabo. Face aux hommes des médias, les émissaires du Fonds monétaire international ont présenté le point complet des activités qu'ils ont menées au cours de leur séjour à Cotonou. L'équipe conduite par Norbert Towé, chef de mission pour le Bénin, s'est notamment félicitée de la bonne qualité des échanges et surtout des retombées qui devraient en découler. Je suis ravi de vous dire que la délégation et le gouvernement ont trouvé un accord sur ce programme, un programme de 3 ans. L'assistance financière du Fonds monétaire sur les 3 années devrait atteindre dans les environs de 150 millions de dollars. 150 millions de dollars américains, soit un peu plus de 90 milliards de francs CFA. C'est le montant du programme triennal appuyé par un accord au titre de la facilité élargie de crédit. D'autres financements devraient se greffer à cette enveloppe du FMI. Au-delà donc de cet appui du Fonds monétaire international, il y a ce que nous appelons des aides budgétaires que certains bailleurs de fonds, on peut citer ici la Banque africaine de développement, l'Union européenne et la Banque mondiale, sont prêtes à débloquer pour le Bénin à partir du moment où ces institutions ont désormais l'assurance que le gouvernement s'est engagé dans une voie d'orthodoxie budgétaire, de transparence et de mise en œuvre des réformes. Donc dans ces conditions-là, nous espérons autour de 60 milliards de francs CFA d'aide budgétaire qui sont donc de l'appui financier direct, ce n'est pas des prêts qui sont donnés par ces 3. Donc, mais c'est un déclencheur, c'est ce que je veux que vous reteniez, c'est un déclencheur. Il est très difficile aujourd'hui de vous annoncer l'effet chiffré de l'ensemble. L'ambitieux budget de 2010 milliards de francs CFA qui sous-tend la loi de finances exercice 2017, a-t-il constitué un point d'achoppement lors des discussions avec les émissaires du FMI? La question a été posée par les hommes des médias et le chef de file de la mission du FMI a été on ne peut plus précis. Il n'y a pas de point de divergence entre la partie béninoise et le Fonds monétaire international. Et nous sommes en parfaite harmonie. Ce sont les réformes que le gouvernement béninois, en tout cas qui est arrivé au pouvoir en début 2016, s'est engagé pour la transformation structurelle de l'économie, qui veut dire des changements sur beaucoup de plans. Et l'objectif du Fonds monétaire, c'est d'accompagner le gouvernement béninois dans la réalisation de cette ambition. Le programme triennal concédé par le Fonds monétaire international au Bénin est également assorti de certains effets induits. Qu'est-ce que nous gagnons? Nous gagnons 3 choses. La première, c'est la raison pour laquelle la première motivation pour laquelle nous sommes allés au programme. Donc, c'est-à-dire que nous gagnons en crédibilité. Le fait pour un pays d'être en programme, c'est l'assurance qu'en face, il y a un gouvernement qui a opté pour la transparence dans la manière dont les fonds publics sont gérés. Un gouvernement qui a décidé de faire les réformes nécessaires pour une transformation structurelle de son économie. Donc ça, c'est le premier objectif, asseoir la crédibilité. À côté de la crédibilité, il faut ajouter également 2 éléments. La première, c'est l'attractivité de notre pays. Le fait pour des investisseurs, des partenaires techniques, de savoir que le Bénin est en programme, ça les rassure et ça leur donne envie de venir. Enfin, le fait d'être en programme
change l'appréciation du risque pays que certaines agences, certaines compagnies d'assurance, certains organismes qui assurent le commerce au niveau international ont donc du Bénin. Au dire des émissaires du FMI, le programme économique triennal reflète les orientations stratégiques du programme d'action du gouvernement et vise en définitive à améliorer les conditions de vie des populations. Parlons maintenant d'une spéculation qui pourrait bien être une fierté nationale, l'ananas, pain de sucre. Eh bien, la spéculation est au cœur d'un atelier de concertation initié par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Les acteurs de la filière et leurs partenaires techniques et financiers réfléchissent sur la problématique de la mise en place de l'indication géographique pour l'ananas pain de sucre, une variété qui ne prospère véritablement qu'au Bénin. Reportage Ghislain Poguet, Alexis Sebemon. Cet atelier rassemble différents acteurs agricoles autour d'un produit spécifique. C'est l'ananas pain de sucre du Bénin qui a un corps effilé, on dirait une belle dame, peut-être même une demoiselle. Une belle demoiselle qu'il faut parer de ses atouts les plus attrayants en complicité avec les acteurs de la filière. L'idée est d'une part de capitaliser les acquis et les atouts de l'ananas du Bénin en nous basant sur une identification des besoins qui est faite par les acteurs eux-mêmes. Pour l'ensemble de ces acteurs de la filière ananas au Bénin, l'atelier offre une occasion d'échanger et de partager les expériences sur les initiatives qui concourent à la mise en place d'un dispositif opérationnel pour l'indication géographique de l'ananas pain de sucre. Ces assises se tiennent dans un contexte de recherche de pistes de compétitivité pour la valorisation de l'ananas qui est une filière prioritaire du gouvernement. Monsieur le Président de la République du Bénin a fait l'option durant le quinquennat en cours de rendre opérationnelle une diversification agricole visant à rendre l'économie béninoise plus forte et plus durable à l'horizon 2025. L'ananas fait partie des filières à haute valeur ajoutée du programme d'action du gouvernement béninois. Il s'agira à terme pour les acteurs de la filière de convenir d'une démarche efficace pour mener le pain de sucre à une indication géographique performante et conforme à leurs conditions réelles d'opération. Parlons maintenant de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui fait découvrir sa cour de justice. Elle a dépêché dans les pays membres une mission et à l'étape du Bénin, la délégation a rencontré les hommes des médias. Objectif, leur présenter cet organe judiciaire ainsi que les différentes procédures de saisine. William Chouki. La Cour de justice de la communauté ouest-africaine, un organe phare de la CEDEAO, mais très peu connu du grand public. La Cour a commencé à fonctionner en 2001, depuis quelques années. Mais je pense que ça a été surtout expérimenté avec l'actuelle composition de la Cour. Les États ne nomment plus les juges à la Cour de justice. Ça, c'est important, très important. C'est une originalité en Afrique. Cette mission de sensibilisation vise surtout à se rapprocher des justiciables et renforcer son partenariat avec la presse, une presse qui s'est d'ailleurs fortement mobilisée pour s'imprégner de son mode de fonctionnement et des procédures de saisine de la Cour. Nous avons des compétences pour sanctionner des États qui ont méconnu leurs obligations, quelles qu'elles soient, leurs obligations d'États membres de la communauté. Nous avons des compétences en matière de contentieux de la fonction publique. Lorsqu'un employé de la CEDEAO a maille à partir avec son employeur, la communauté elle-même, la CEDEAO, nous pouvons être valablement saisis. Principal organe judiciaire de la communauté, la Cour est aussi compétente en matière de violation des droits de l'homme. À cet effet, les hommes des médias ont voulu connaître les rapports existants entre elle et la Cour pénale internationale. La CPI est une juridiction internationale pénale qui s'intéresse à la responsabilité des individus. Nous, chez nous, à la Cour de justice de la CEDEAO, ce sont des États qui sont justiciables, sur la base des conventions qu'ils ont conclues. Les personnes physiques ou morales peuvent aussi saisir la Cour en cas de violation des droits ou autre contentieux. Une saisine qui ne peut s'opérer que par le biais d'un homme de droit.
Et on en vient maintenant à cette question. Comment régler les difficultés liées à la prise en charge des anémies et des produits sanguins labiles? Eh bien, les hommes de la santé venus d'horizons divers tentent de répondre à la question. Ils prennent part à une formation à propos. Il s'agit en clair de la 3e édition sur les pathologies hermatologiques courantes. Brice Cotonou, Jérôme Moubo. Ces femmes et hommes de la santé sont venus se ressourcer à la gestion des anatomies. Au menu des travaux, plusieurs préoccupations majeures, dont l'objectif concourt à une meilleure prise en charge des pathologies. Faire l'état des lieux de la prise en charge de l'anémie, à partir de l'hématopoïèse, déduire les différents mécanismes pouvant favoriser la survenue d'une anémie, y compris le métabolisme du fer, de l'acide folique ou de la vitamine B12, la synthèse de l'hémoglobine, associer les grands mécanismes des anémies avec leurs applications cliniques, biologiques et thérapeutiques, s'approprier les étapes des démarches diagnostiques et thérapeutiques adéquates des anémies à partir des différents mécanismes de survenue et des étiologies. Deuxième cause d'hospitalisation avec 16,9% des cas derrière le paludisme, 20,11%. L'anémie est une priorité pour les autorités en charge de la santé. L'un des objectifs phares de notre département ministériel est d'assurer un accès universel aux services de santé et une meilleure qualité de soins en vue de l'atteinte des objectifs pour le développement durable ODD. Le projet est d'organiser des sessions de formation sur les pathologies hématologiques courantes vise à mettre en place un dispositif pour l'amélioration pérenne de la performance des médecins dans la prise en charge des anémies en attendant la présence d'un effectif suffisant d'hématologistes dans notre secteur. Les travaux de cet atelier vont durer 2 jours. Il faut discuter, bien déterminer les pathologies avant toute opération car, selon les experts, la meilleure manière est de se dispenser de toute transfusion sanguine. L'ONG Rifonga reçoit par l'entremise de la Cour constitutionnelle un lot de matériel roulant destiné aux personnes handicapées. Ce dont a été financé par l'ambassade de Chine près le Bénin et remis par le président de l'institution, Théodore Olo. Voyez le reportage à ce sujet de Bénédicte Amouzon, présenté par William Djoki. La Cour constitutionnelle vient de faire œuvre utile à travers ses dons de l'ambassade de la Chine près le Bénin. 16 fauteuils roulants, 10 bicyclettes et une enveloppe financière d'1 million de francs CFA. Le tout aux personnes handicapées. Apporter de quoi faciliter la vie aux personnes handicapées qui n'ont pas choisi d'être dans cette situation et qui sont aussi des citoyens à part entière et qui méritent également l'attention de notre État. Je voudrais déjà en votre nom remercier l'ambassade de Chine qui a décidé de mettre à votre disposition par l'intermédiaire de la Cour constitutionnelle, je crois 16 fauteuils roulants, 2 bicyclettes et la somme de 1 million de francs CFA. Nous vous rassurons que ce don que vous nous faites ce matin va contribuer, grâce à l'ambassade de Chine bien sûr, va énormément contribuer à faciliter notre participation sociale. Merci pour ce geste et merci à l'ambassade de Chine. À la suite des principaux bénéficiaires, le Rifonga n'est pas resté indifférent face à cette marque de générosité. Nous vous disons déjà que nous ferons bon usage de ce que nous venons de recevoir de vos mains à travers l'ambassade de Chine. Jamais 203, dit-on, ils attendent d'autres gestes pour une véritable autonomisation des personnes handicapées au Bénin. Voilà, je l'annonçais dans les titres, Porto Novo, la capitale, pourrait être mieux éclairée. Le conseil municipal de la ville a échangé avec des investisseurs ivoiriens et sud-africains spécialisés dans l'énergie solaire pour voir la faisabilité de cette vision. C'est le fruit d'une coopération décentralisée en marche. Alors en clair, il s'agit pour les parties de définir le cadre de financement du projet d'éclairage public de la ville. Guillaume Avienou, Patrick Nimao. Conseillers municipaux, maires et cadres de la mairie de Porto Novo, de Toutouï dans la salle de conférence d'un hôtel de la place.
Des investisseurs venus de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique du Sud à Porto Novo pour échanger avec le conseil municipal sur les projets phares de développement de la ville. Nous avons voulu que Porto Novo soit une île verte, une ville durable. Mais tout ceci ne peut se faire si nous n'avons pas les moyens financiers, les moyens humains et les moyens techniques appropriés. Les présents investisseurs sont intéressés par le projet d'éclairage public de la ville de Porto Novo au moyen de l'énergie solaire. Une priorité pour le conseil municipal qui s'est montré très ouvert en déployant le tapis rouge à son hôte. C'est par SMS que tout a été réglé. Notre structure, qui est un cabinet de business development, le business development n'est rien d'autre que chercher des porteurs de projets, les mettre en face des porteurs de financement. Mais chacun des deux, généralement, a ses préoccupations. Au total, ce sont 13 programmes subdivisés en 51 projets pour un montant de plus de 45 milliards de francs CFA à mobiliser sur 5 ans qui ont été retenus par le conseil municipal de Porto Novo, contenus dans le plan de développement de la ville. L'eau ne serait plus un souci pour les populations de Parakou. Le directeur général de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB, a tenu à rassurer la délégation de Parakou, conduite par le maire Charles Toko et le député Rachidi Badamassoui, allez le voir. Encore un temps, et l'eau potable de la SONEB coulera à nouveau à flot dans les robinets à Parakou. Voyons le point de la séance de travail qu'ils ont tenue avec Rebecca Kenjiamoundé, Patrick Benou et William Choki. L'accès à l'eau potable pour tous, une préoccupation pour le conseil communal de la ville de Parakou. Cette rencontre avec la direction générale de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB, vise à évoquer les problèmes liés à la pénurie d'eau dans la cité des Kobourou. Parakou manque d'eau. Sur les 58 quartiers que nous avons, seulement 14 sont desservis en matière d'eau potable. Ce qui fait 20% de la population. En plus, il n'y a qu'un seul château dont la station de pompage et de traitement de l'eau sont situées à plus de 25 km de Parakou. C'est plus de 400 000 âmes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Nous sommes venus ici, le maire et moi, sans crier des nouvelles. Ces conventions qui ont été signées, quel est le niveau d'avancement de ces négociations? Plus de crainte, une solution est déjà trouvée. Il s'agit du projet de renforcement du système d'approvisionnement en eau potable de la ville de Parakou. La ville de Parakou a connu son dernier investissement en termes d'eau potable en 1975. Pour être concret, le projet a démarré. Mais un projet, c'est des phases. C'est le projet qui vient régler et de façon définitive ce problème jusqu'en 2040. Au thème de la rencontre, le conseil communal de la 3e ville à statut particulier du Bénin a émis le souhait qu'une équipe conjointe soit mise en place pour suivre le projet. Parlons maintenant de cette visite de chantier à Parakou, toujours dans le cadre du PORAD, entendez le projet d'aménagement urbain et d'appui à la décentralisation. Les travaux réalisés à cet effet ont été réceptionnés par une délégation du PORAD. Le projet est financé par la Banque mondiale à près de 490 millions de nos francs. Alexis Sassoba et Dorcas Tito pour le compte-rendu. Les responsables du projet d'aménagement urbain et d'appui à la décentralisation sur le terrain pour une mission de contrôle. Au pas de charge, les membres de la délégation font le tour de 3 chantiers avec pour objectif d'apprécier la qualité des travaux. De l'eau PCHM 01 sur le tronçon Hubert-Maga-Morgue, exécuté par l'entreprise ECNF, long d'un linéaire de 1 km 175. Les caractéristiques des travaux là-bas, c'est le revêtement en pavé du second côté qui n'était pas pavé initialement, qui a été fait, et la construction d'un triple d'allô de 3 x 220. Le deuxième des travaux concerne le tronçon marché Banikani, pavé BOAD. C'était une voie qui existait en terre rouge et la construction des travaux, il s'est agi d'assainir cette voie
en réalisant les caniveaux des deux côtés. Cap a été ensuite mis sur le troisième ouvrage, le marché secondaire de Nima, réalisé à hauteur de 52 600 000 francs CFA, qui sera réceptionné dans les prochains jours. L'autorité municipale profite de l'occasion pour sensibiliser les riverains sur l'entretien des ouvrages. Des populations riveraines qui laissent les eaux usées, n'est-ce pas, se déverser dans les ouvrages d'assainissement qui viennent d'être réalisés. Je crois qu'on va encore programmer une autre séance pour leur dire que la mairie tient à ce que ce qu'on s'était dit puisse être respecté. Sinon, des sanctions vont tomber. Sur les 3 chantiers, seul le tronçon marché Banikani, pavé BOAD, est réceptionné provisoirement. On est à Parakou et on y reste pour évoquer cette formation d'une quarantaine de professionnels des médias. Ils sont donc en formation à Parakou. Ils acquièrent les rudiments pour le journalisme d'investigation, un genre très peu usité dans la presse au Bénin. L'initiative est un projet du journal La Croix du Bénin, financé par Osiwa et qui vise le renforcement de la bonne gouvernance et de la démocratie au Bénin. Ronald Robinson et Kadnel Kabo. Promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance à travers les médias, c'est l'objectif du projet MEDIADEV, entendez Médias pour le développement, qui vise le renforcement de capacités d'une quarantaine de professionnels des médias en journalisme d'investigation. MEDIADEV, fruit du partenariat de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin et de Open Society Initiative for West Africa, OSIWA, en vue d'apporter des solutions. En 2 ans d'activité, le journalisme d'investigation a été relancé sur des sujets sensibles de gouvernance dans les secteurs de développement touchés par la malgouvernance. Pendant 5 jours, ces journalistes auront des communications, mais aussi des phases pratiques, de quoi aiguiser leurs compétences dans des productions d'enquête. Les secteurs clés, c'est l'électricité, l'eau, l'éducation, la sécurité aussi. Quand nous avons fait l'exploration ici, nous avons vu que beaucoup de problèmes tournent aussi autour de la gouvernance. Les fonds communaux, leur gestion, c'est des préoccupations de beaucoup de journalistes. Au-delà, il y a aussi les problèmes de tabous, les tabous religieux, les tabous sociaux, le travail des enfants, toute panoplie de problèmes qui concernent quand même le développement du pays. Tout en rappelant à ces professionnels la mesure de leurs responsabilités, le représentant de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication les incite à plus de détermination pour l'atteinte des objectifs de cette formation qui se poursuivra à Boïcon en début mars. Alors, imaginez sur un même espace sur lequel se côtoient école, activités champêtres et ménages. Le tableau, il est bien réel et il est à Lokossa. Il s'agit du CEG 5 de cette localité qui est sous la menace des descendants du donateur du domaine sur lequel il est érigé. Il s'agirait d'un domaine en litige. Élèves et enseignants sont les victimes collatérales de ce problème foncier. Cyprien Lokossou et Évariste Zomaou ont tenté justement de mieux comprendre la situation et nous proposent à cet effet une enquête. Suivant. Le CEG 5 Lokossa est construit sur un domaine en litige, un domaine de 6 hectares, réduit aujourd'hui sur quelques mètres carrés seulement. Les enfants des donateurs contestent le don et aujourd'hui la conséquence, sur le même domaine, vous verrez leur plantation, leur maison et leur lieu de culte. Le site est divisé en 2 comme vous avez dû le constater. Il y a un ménage qui vit au milieu, il y a une plantation qui se trouve juste derrière les salles et ce que j'utilise comme bureau avec toute mon administration. Il y a un champ de canne à sucre dans lequel je ne suis pas autorisé à jeter même une feuille de papier et au risque de faire face à des menaces. Élèves et enseignants sont sous menace. Certains riverains auraient échappé à des coups de machette pour avoir tenté de s'approcher de la plantation ou du domaine. Il arrive aussi à mes apprenants parfois d'aller, puisque c'est le site de leur collège, quand ils voient la canne à sucre mûre, ça les intéresse. Donc je ne fais que supplier. Il y a quelqu'un qui a fait sa maison en plein site du collège et mes élèves ne sont pas autorisés à mettre leur vélo contre la palissade, sinon, attention. Nos investigations nous ont conduits vers l'association des parents d'élèves du collège. Pour le président, le principe d'accord du don n'est pas respecté.
Et le principe d'accord qui avait été donné, c'est que en donnant le domaine, ils doivent enlever leur palmeraie à eux-mêmes, les exploiter et nous laisser le sol. C'était le principe d'accord. Et cela devrait être suivi d'un dédommagement éventuel. C'est un principe qui n'est pas respecté, le dédommagement qui n'est pas respecté et qui nous crée des problèmes. Du côté de la mairie de Lokossa, pas de trace d'un document bien élaboré qui atteste le don du domaine. Une erreur administrative que l'actuel maire se refuse d'apprécier. En réalité, pour bien partir, les présumés propriétaires terriens doivent donner un acte de donation pour dire que nous cédons notre domaine pour la construction de CG de notre localité. L'arrêté là vient à la mairie, ce n'est qu'après ça que le maire va en session. Les conseillers sont informés comme quoi tel présumé propriétaire terrien dans le temps a donné son domaine pour la construction du collège. Et ce n'est qu'en retour que le maire prend l'arrêté pour attribuer le domaine à la direction de l'enseignement secondaire pour la construction du collège. Si aujourd'hui, les propriétaires terriens réclament le domaine, quelque part, c'est probable que par le passé, ils n'étaient pas associés ou il n'y a aucun acte de donation par rapport à leur domaine. Le collège est créé depuis 10 ans. Aujourd'hui, les différentes parties se regardent en face et personne pour mettre fin à cette guerre froide dont les victimes sont les élèves du collège. De l'effectif pour le Lions Club Borgou à Libori, l'organisation a accueilli 7 nouveaux membres. La cérémonie qui consacre leur entrée officielle dans ce cercle restreint a eu lieu le week-end dernier à Parakou. Claude Adibli et Simon Villon pour le compte-rendu. C'est pas ce thé solennel, symbole de Lions Club, qu'a démarré cette cérémonie d'intronisation. En effet, ils sont 7 nouveaux membres à intégrer les Lions Club Parakou La Lumière, Kandi Jona, Parakou Biogera, Niki Lagani. Ils ont reçu des enseignes marquant leur appartenance. C'est en présence d'officiels de prestige. Et comme le disaient les PPR à côté de moi, nous serons là pour vérifier qu'ils tiennent réellement leurs promesses. Au nom des officiels et des membres du Lions Club International, je vous exprime notre fierté de vous compter parmi nous. Vous avez été invités pour faire partie de notre association. Vous allez devenir membre d'un club qui est affilié à l'organisation des clubs services la plus importante et la plus active du monde. Cette intégration dans le district K103A2 de la région 35, zone 354, est une consécration fort louable. Ainsi, les tout nouveaux membres promettent l'intégrité, la loyauté et l'excellence. Ce sont ces 3 valeurs qui constituent des points essentiels de l'éthique au sein du Lions Club International. À l'endroit de nos parrains et de nos formateurs, un seul mot, merci. Merci particulièrement pour le rôle d'éveil et de soutien. Nous souhaiterions compter encore davantage sur vous pour guider nos premiers pas dans le lionisme. À la fin de la rencontre de ce 18 février 2017, le passe-président de zone, Marcel Sabouran, a reçu une distinction dénommée la plaque du fondateur Melvin Jones. Il fonde sa réflexion sur la force de l'amitié pour servir. Et bien voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Opérateurs économiques, commerçantes et commerçants, citoyens de toutes catégories. Bâtir une maison ou un centre de commerce autour d'un poteau électrique, c'est mettre sa vie et celle des autres en danger. Évitons par tous les moyens cette cohabitation à haut risque avec les poteaux électriques.